Bonjour, bienvenue dans Classico, le podcast où on donne la parole à celles et ceux dont la vie a pris un virage brutal. Alors bonjour Mara, Bonjour mon ami. est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Mara Kanté, 38 ans, originaire de Villers-le-Bel et de Sarcelles, actuellement éducateur en prévention de rue. Et ma mission de vie, elle est simple. Impacter positivement la vie des gens. Voilà. Je suis acteur associatif, entrepreneur, et j'aime dire ce que nous on fait, c'est de la politique sociale. On s'occupe de la vie de la cité. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler de tes passions? Alors, mes passions sont simples. C'est manger, dormir. Non, je rigole. Bah, le sport, la lecture, la nutrition, le bien-être, la spiritualité, la religion et courir, 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 courir. Et surtout changer le monde, tu vois. Ça, c'est une passion pour moi. Qu'est-ce qui va pas dans le monde et comment est-ce qu'on peut le changer, tu vois. Tu pourrais me parler, par exemple, de tes hobbies quand tu étais plus jeune, on va dire? L'échec. Je pense que j'appellerais même pas ça un hobby, hein. Mais, tu sais, Peut-être un on a... sport, Pardon? un sport que tu pratiquais? Je vais t'expliquer. Tu Ok. sais, moi, je- je- j'ai des facilités dans pas mal de domaines. Physiquement, voilà. Sportivement parlant, je suis assez à l'aise. Et l'une des choses que je pratiquais en continu, c'est l'échec. C'est-à-dire, ce que je ne connais pas, je me jette dedans. Et Ok. là, ça me permet d'avoir du bagage et de l'expérience. C'est pour ça que tu me dis hobby, je te parle de l'échec. L'échec, pour moi, c'était un genre de hobby. C'est que ce que je ne maîtrise pas, j'essaie de le maîtriser. Et au final, ça te donne des compétences et des appétences profondes et sérieuses, tu vois. Mais, pour approfondir, le sport, la lecture, pour moi, un vrai dada. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts en foot pendant ta jeunesse? Ok, j'ai commencé à 13 ans dans un club à Villiers-le-Bel. C'était le seul d'ailleurs. Je commençais au plus bas niveau, ou du moins le niveau le plus bas. C'est plus français, je pense. Et j'ai fait mes classes, hein. Moins de 13, moins de 15. Après, je suis parti dans un autre club qui s'appelle Agonès. Je suis monté en catégorie. Pour faire simple, je suis parti du niveau le plus bas, District 3, pour monter jusqu'en 18 ans nationaux. Mais le chemin, c'est quoi? Villers-le-Bel, un an. Gonesse, je monte en catégorie. Après, je vais à Saint-Leu-la-Forêt, je monte en catégorie encore. Et ensuite, je bascule à l'âge de 18 ans. J'ai l'opportunité de signer à Brétigny-sur-Orge dans le 91. Donc, j'avais déjà quitté le système scolaire. C'est ce qui m'a permis d'aller vivre mon dream à 200%, quoi, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui t'a, on va dire, arrêté dans cet élan, le foot? Alors, pour continuer sur la question, voilà, pour moi, le foot, c'est un objectif. J'ai tout mis dedans. On va dire, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier, hein. J'ai quitté l'école très tôt. Voilà, j'avais de la dyslexie, j'avais des carences qui n'ont pas été, si je peux dire ça comme ça, soignées. Et je me suis fait, on va dire, submerger par toutes mes difficultés à l'école. Donc, j'ai quitté le système scolaire et je me suis mis à fond dans le foot. J'ai eu le parcours que je viens de t'expliquer entre 13 et 18. Et entre 18 et 23, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un club en Italie qui s'appelle Cesena, Série B. Et ensuite, j'ai basculé dans un club qui s'appelle Udinese, c'était en Serie A. Donc là, j'ai vraiment eu l'opportunité de côtoyer mon rêve du bout des doigts. Donc je pars vraiment de Villers-le-Bel en District 3 à 13 ans. Et on va dire à 20 ans, je me retrouve dans un club en première division, un autre en deuxième division. Mais entre-temps, j'ai bourlingué, je suis parti en Espagne, je suis parti en Italie, je suis parti en Angleterre. J'ai fait différents essais dans différents clubs à différents niveaux. Mais la porte qui m'a été ouverte officiellement, c'est l'Italie. Donc c'est là-bas où je suis allé. Malheureusement, j'ai pas pu signer pro. Mais je suis rentré, ça a été une très très belle expérience. Il y a eu des opportunités qui ont suivi. Même en Italie, il y a eu des opportunités, mais malheureusement, le contrat n'a pas été signé. Et quelques temps après, il y a la sélection du Mali qui s'offre à moi. Je suis parti là-bas, et finalement, ça s'est pas fait. Compliqué en Afrique, hein. Euh, Il y a tout un système qui est très opaque et particulier. Et quand je rentre, voilà, malheureusement, il y a deux jeunes de mon quartier, Mouchine et Larami, qui sont percutés par une voiture de police. À l'issue de ce dramatique accident, ils décèdent. Et une fois que le décès il a été prononcé, même quelques
on va dire quelques minutes avant, la ville, elle a explosé. Donc il y a eu ce qu'on appelle plus communément, les gens vont te dire des émeutes. Mais moi, j'ai envie de te dire des révoltes populaires. Donc la ville, elle s'est levée. Il y a eu ce qu'on appelle, on va dire, des policiers qui ont essuyé des tirs à balles réelles. Et ça a été une ville qui a été mise à feu et à sang durant 3 jours. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il y a des policiers qui se sont fait tirer dessus. Il y a des villes qui ont été, enfin, des commerces qui ont été saccagés. En gros, si tu veux, toute la ville, elle a été renversée, mélangée. Comme ils disent, les Ah ouais. Caris, ça a été, la ville, elle a été whipping pour dédramatiser le truc, quoi. Tu vois? C'est comme dans Athéna, là, sur la série C'est Netflix. un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Donc, mais pas pour rien. C'est qu'il y a un contexte sociologique dramatique. En réalité, on vit dans une cocotte minute. Et cette cocotte minute, le jour où Mouchine et Larami sont décédés, elle a explosé. Et ça a donné ce que ça donne. Tu as été incarcéré dû à cet événement ou pas? Exactement. On va dire, il y a une grosse enquête qui a été faite, il y a une grosse médiatisation qui a été lancée sur les tireurs présumés, parce qu'il y a eu une enquête de 3 mois qui a été faite et personne n'a été attrapé. Les politiciens, ils s'en sont mêlés, les médias, pareil. Donc ça devient un cocktail explosif. Tout le monde est pressé, tout le monde est, on va dire, à la tête dans le guidon pour trouver les tireurs. Donc l'enquête, elle a été bâclée. Et il y a eu, on va dire, des dénonciations où les gens se sont fait plaisir. C'est-à-dire le système français, l'État français, les politiques, etc., la justice française, elle a proposé de l'argent à toute personne qui serait en capacité de donner des informations. Et on va dire que voilà, hein, c'était la porte ouverte à tout. Les gens ont témoigné sous X, dans un anonymat le plus pur, en disant tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai fait partie des personnes qui ont été mis en cause dans cette histoire-là. Donc, 3 mois après, il y a eu des arrestations. C'est la finalité d'une commission rogatoire. À peu près 42 interpellations. Moi, j'ai fait partie de la deuxième vague d'interpellations. Première fois que je vais en garde à vue. Première fois que je passe devant une juge. J'avais pas de problème avec la justice. Hein. J'ai un casier vierge. Donc, première garde à vue. Premier passage devant la juge. Et soit 96 heures après, premier placement en détention provisoire. Donc, je passe d'un simple gars qui rêve d'être footballeur professionnel à un gars qui a essayé de tuer bon nombre de policiers. Un criminel. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être incarcéré alors que t'étais pas du tout coupable, en fait? Alors c'est paradoxal, mais je veux te dire, je me suis toujours préparé, entre guillemets, à cette iniquité à laquelle j'ai pu faire face. Pourquoi? Parce que on a grandi dans des zones qui sont dites sensibles. On est des Noirs, on est des Maghrébins, on est des pauvres, du moins financièrement parlant. On habite dans des zones qui sont dites précaires et sensibles. Donc, nos parents nous conditionnent à cette injustice à laquelle on peut faire face. Parce que tu as une couleur de peau qui est différente de la norme. Tu as un nom et un prénom qui est différent de la norme. Tu as une philosophie, une culture, une religion qui est différente de la norme. Donc à partir de là, tu es comme, on va dire, une cible. Et cette cible-là, malheureusement, chaque fois que tu mets ton pied dehors, tu peux en être victime. À chaque fois que tu sors de ta maison, tu peux en être victime. Et malheureusement, ce jour-là, c'est tombé sur moi. Quelques jours avant, quelques semaines avant, quelques années avant, c'est tombé sur d'autres, notamment Zied Bouna, 2 ans avant. Et avant ça, il y avait d'autres sur des bavures policières, etc. Et ce jour-là, c'est tombé sur Mouchine El Arami. Quelques mois après, c'est tombé sur moi et d'autres frères qui ont été accusés et placés en détention. Ok. Est-ce que tu saurais me dire si tu as tiré des choses par exemple, Des leçons? des leçons de vie, on va dire, de la prison, ou un nouveau point de vue en sortant? Ok. Alors en un mot, je te dirais l'endurance. Retiens ça, hein. Retiens ça dans ta vie, l'endurance. Tout ce que tu fais dans ta vie, retiens que tout n'est que endurance, rien d'autre. Tu dois endurer la difficulté, tu dois endurer la souffrance, tu dois endurer le bonheur, tu dois endurer l'attente, tu dois endurer le point d'interrogation, tu dois endurer la vision et tu dois endurer le processus pour réussir, pour t'affirmer, pour grandir et pour construire. Le mot, c'est endurance. Donc, en détention, je suis rentré étant jeune, j'avais 20 ans, t'as quel âge? 18. J'avais 20 ans. À 20 ans,
Comme je te disais tout à l'heure, à 18 ans, si quelqu'un il connaît son rêve, c'est que c'est un illuminé. Donc nous, à 20 ans, moi j'avais le rêve d'être footballeur professionnel, mais rien d'autre. Le système scolaire, etc., pour moi, c'était pas pour moi. Étant noir, étant musulman, étant fils de polygame, 18 frères et sœurs, ma vision, elle était très limitée sur certains aspects de la société. Naturellement, enfin, c'est même pas naturellement, c'est qu'en détention, quand tu es enfermé dans un contexte très particulier, tu es amené à te poser des questions et à revenir et à retracer toute ta vie. Donc c'est dans ce contexte-là que moi j'ai rencontré un bibliothécaire qui, lui, m'a proposé un bouquin qui a changé ma vie. Tu vois. Donc un seul livre, ça a changé ma vie. On peut dire que les paroles s'en vont et les écrits restent. Et là, j'ai vraiment compris ce que cette phrase voulait dire. Tu Tu le sais- continues? Ouais, tu saurais nous dire le nom du Bah livre? complètement. J'ai même intérêt à te le dire. J'ai même intérêt. Donc on va dire, j'étais un jeune très turbulent. Donc Ok. je suis déterminé, je suis... Dans ma tête, c'est simple. Je suis fort, je suis beau, je suis intelligent, je suis costaud. Je grossis le trait. Mais c'est comme ça. Genre, je suis comme Mohamed Ali. À 20 ans, je me sens comme Mohamed Ali. C'est moi le meilleur du monde. Mais c'est une façon de parler, tu Ouais, vois. bien sûr. Je ne suis pas le meilleur du monde, etc. Mais je me dis, peu importe la situation à laquelle je vais faire face, je vais savoir y répondre. Tu vois, avec toute mon arrogance de 20 ans. Donc, ce livre-là, ça a été un message de vie du couloir de la mort de Roger McGowan. Donc, c'est un Afro-Américain qui est dans le couloir de la mort, ça fait 25 ans, voire même plus là. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est là aujourd'hui. Peut-être même il est décédé, peut-être il est Mm. sorti, je ne sais plus. En tout cas, ce livre-là, quand je l'ai lu, il a changé une partie de ma vision. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça m'impacte? C'est que il y a des similitudes dans sa vie, dans son incarcération, qui étaient très similaires à la mienne. Donc, Ok. d'office, moi, j'ai eu une identification. Et cette identification a fait que je puisse, on va dire, me réformer d'une certaine manière, changer ma pensée, mon comportement. Et à partir de là, j'ai rencontré un blanc. Quelques temps après avoir lu ce livre-là, parce que moi, j'avais jamais lu un bouquin. J'ai arrêté l'école à 17 ans avec un tas de problèmes, si je peux dire, au niveau de la culture, au niveau académique, pardon. Et là, ce blanc-là que je rencontre en isolement, parce qu'en prison, j'étais en isolement, Ok. ça aussi, il faut le Ah ouais. préciser, j'avais pas le droit d'aller à l'école, pas le droit d'avoir une activité professionnelle, pas le droit d'aller pratiquer un sport avec tous les autres détenus. En gros, j'étais à l'écart de tous les autres détenus. Donc, j'étais isolé, mais en même temps, je me suis retrouvé avec moi-même. Et dans cet isolement-là, j'ai eu on va dire la chance de pouvoir rencontrer quelques rares détenus qui m'ont bien marqué. Donc ce Ok. gars-là, il m'a proposé un livre. Il m'a dit, ouais, je t'entends parler, t'es énervé, t'es virulent, t'as un discours qui est assez engagé, assez politisé, mais qui va dans tous les sens. Tu devrais lire Martin Luther King, Malcolm X, le Black Panther Party, Nelson Mandela. Ok. Et dès que j'ai lu ça, là, dans ma tête, tout s'est structuré. Tu vois, c'est comme quand tu as un puzzle. Ou sinon, tu as regardé le film Matrix. Non. Tu l'as pas regardé. Non. Tu es jeune. Donc, je t'invite à le regarder Ok. et tu comprendras quand on dit déchiffrer le code de la matrice. Tu vois, c'est comme tu as plein de chiffres, tu as plein de lettres. Et quand tu arrives à tout remettre dans le contexte et à pouvoir lire phrase par phrase, là, tu deviens méchant. Là, tu deviens une machine de guerre. Tu vois, là, tu deviens quelqu'un de puissant, impactant. Tu vois. Et est-ce que d'un autre point de vue, au niveau de la religion, est-ce que tu dirais qu'en prison, ça t'a beaucoup aidé ou pas? Ok. Pour être honnête, les 3 premiers jours d'incarcération, ma voix elle a baissé. Je me disais comment un être humain peut vivre une sorte d'iniquité, de souffrance. Tu vois, tu as 20 ans, tu as des rêves, tu te retrouves du jour au lendemain dans un système carcéral qui veut que te broyer, qui veut que te manger, qui veut que t'écraser et te montrer que t'es rien du tout. En réalité, nous, l'être humain sur Terre, on est juste un petit grain de sable. Mais quand tu vas en prison, on te le montre bien, tu vois. On te le montre bien que t'es rien du tout, si ce n'est que un numéro d'écrou. Donc, Hmm. dans ma, on va dire dans ma vision, dans ma vie, sur l'instant T, en détention, c'était travaille sur toi, concentre-toi, endurcis-toi et élève-toi. Pour tenir, c'était ça, tu vois. Et après, la religion, c'était comment me concentrer pour comprendre le message que Dieu veut me faire passer dedans. Et il est dit,
que toute âme, enfin, du moins, on n'impose pas une charge à une âme qu'elle ne peut pas supporter. Et cette phrase-là, je l'ai prise avec plaisir, je l'ai endossée, et je me suis dit, bah, dans chaque mal, il y a un bien. Et dans ce mal, enfin, dans cette chose que je pense être mal, je vais trouver le bien. Donc, je me suis concentré sur les choses positives, et j'ai trouvé les choses positives dans ce mal-là. C'est comme ça, hein, on va dire, il y a ceux qui vont voir le verre à moitié plein, et ceux qui vont le voir à moitié vide. Moi, aujourd'hui, le verre, je le vois que plein. Je le vois pas vide. Ok. Et tu saurais nous dire comment ta vie elle a repris après ces 2 ans et demi, si je dis pas de bêtises, 2 ans et demi Hmm. d'incarcération, c'est ça? Ouais, ouais, complètement, ouais, 29 Ok. mois. Comment t'as repris la vie, on va dire, comment t'as Mec, c'est simple. J'ai recommencé? baissé la tête, je suis allé tout droit. Peu importe la situation, peu importe les doutes, peu importe les problématiques auxquelles je faisais face, je vais tout droit. Je sais pas, on va dire, j'avais pas de, comme on dit aujourd'hui, la DA. J'avais pas de DA particulière. Tu comprends? Donc j'y vais à l'instinct, j'y vais avec le cœur. Et bien souvent, notre instinct, il nous dit toujours la vérité. Même quand on pense se tromper, notre instinct, il nous dit les choses. Nous, on est comme des animaux. Quand on va dire l'instinct animal, bah, ton instinct animal, il te parle. Si tu arrives à l'écouter, tu vas faire les bons choix. Si tu n'arrives pas à l'écouter, tu feras les choix que tu feras. Et quoi qu'il en soit, ça te fera de l'expérience. Et c'est comme ça qu'on détermine l'expérience et le savoir. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Comment appliquer ce qu'on connaît et comment montrer ce qu'on connaît. Tu vois. Ok. Donc aujourd'hui, moi, on va dire mon expérience, c'est juste faire, faire et refaire. La répétition, c'est la clé du succès. Tu vois. Et le succès, c'est pas financier. Hein. Bien C'est sûr, c'est dans savoir. la Pour tête. moi, le défi de l'humain, c'est de savoir qui il est et où il va. Et après, à partir de là, tout le bon peut en résulter. Tu vois. Ok. Euh, est-ce que C'est intéressant. ouais. On est là pour ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier d'éducateur? Comment t'as commencé? Comme je te dis, on y va tête baissée. J'avais, à l'époque, j'étais même pour te dire au chômage. Tu vois ou pas? À ta sortie de prison? Ouais, ouais, mais voilà, Ok. ma sortie de prison, je suis au chômage, je bourlingue, je vais à gauche, je vais à droite, je me dis, je fais quoi? Je vends de la drogue, je vole, je fais de l'escroquerie, parce on grandit dans ces milieux-là, hein, tu vois. Autour de nous, on a tout. On a des étudiants, des entrepreneurs, des arnaqueurs, des voleurs, on a de tout. Et la question que je me suis posée, c'est où est-ce que je me vois? Soit en tant que dealer, soit en tant qu'escroc, soit en tant que politicien, soit en tant qu'animateur, soit en tant qu'éducateur, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que vendeur. J'ai tout essayé, mec. Tu vois? Bah, du coup, on voit ce qui a réussi le mieux. Tu comprends? Ce que je viens de te citer là, c'est ce que j'ai essayé. Il y a Ok, quoi bah, au qui moins, prend, t'es quoi qui franc. prend pas. Tu pèses le pour et le contre. Mais une fois que tu as pesé le pour et le contre, voilà. Tu sais où t'en es. Tu te retrouves avec toi-même. Une fois que tu te retrouves avec toi-même, l'idée, c'est l'endurance, comme je te disais dans le début. Vraiment, suivre le processus. Parce que le processus de réussite, il est long. Le processus d'intégration, il est long. Et le processus du ticket gagnant, il est long. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Ça répond à ta question? Oui, Let's go. merci. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes afin de peut-être les aider dans leur vie? Un petit conseil, Alors j'en ai comme un pas un, j'en mantra. ai plusieurs. Ok, on t'écoute. L'idée, c'est de vivre le moment présent à 200%. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où on est happé par toute la technologie qu'il y a autour. Donc les réseaux sociaux, son téléphone, les messages, les mails, toutes les différentes sollicitations que le monde peut nous proposer. Ça, c'est la première. Vivre l'instant présent. La deuxième, c'est connaître son environnement, s'imprégner de son environnement et voir beaucoup plus loin que son environnement. Parce que c'est ce qui va déterminer un peu les différents objectifs des uns et des autres. Il y a celui qui va voir avec des lunettes comme ça, celui qui va voir avec des lunettes comme ça, et celui qui va voir avec des lunettes comme ça. Et tu te doutes bien que plus on a une vision large, mieux c'est. Tu vois. Et ensuite, pour finir, le troisième, détermination, discipline, travail. Trois mots d'ordre pour changer toute une vie. Tu vois. Il faut l'appliquer dans tous les pans de sa vie. Voilà mon petit conseil. Mettre le bon Ok. carburant dans la bonne machine.
Ça, c'est mon C'est ce que slogan, ça. j'attendais, ça. C'est un Bien peu sûr. ça, quoi. Ok. Bah, merci en tout cas pour tes conseils. Pas de souci, je t'en prie. C'est comme ça. Je pense qu'il faut témoigner dans la vie. Il faut, tu sais, aujourd'hui, pour moi, ça, c'est mon travail. Mon travail, c'est ça. Parce que c'est ma mission de vie. Je me suis pas réveillé un matin où je me suis dit, je vais faire ça. Je pense qu'on est tous prédestinés à quelque chose. Ok. Tous. Toi, aujourd'hui, tu es là. Je t'ai posé la question au début. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu sais pas trop. Mais à l'intérieur de toi, la chose, elle est déjà là. Maintenant, c'est comment tu vas pouvoir la cultiver, la trouver pour la faire émaner de toi. Et faire en sorte que tout ton entourage puisse en profiter, tu vois. Donc, c'est un peu ça, mon gars. On se réveille un matin, on décide de prendre soin de sa vie, de s'organiser, de s'orienter, se structurer, et bim, offrir tout ce qu'on a de possible, tout ce qu'on a de bien au monde. Ok. Du coup, Positif. Oui, mon gars, c'est comme ça, c'est le boulot. est-ce que tu aurais des projets peut-être à nous partager que tu souhaites peut-être nous dire, comme écrire un livre ou même Complètement, j'en ai plein des projets. Bah là, Ok. l'idée, dans un premier temps, c'est d'être Premier ministre. Ouais. de Non, je France? rigole. Tu m'as fait peur. Non, 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 blague à part. L'idée, c'est de, comme je t'ai dit, d'écrire un. On va dire de créer une histoire qui parle. Tu vois. Parce que l'identification, c'est important. Moi, étant jeune, j'avais pas de modèle sur lesquels je pouvais m'identifier et me dire, j'ai envie de faire comme lui, si ce n'est que les Américains. Tu vois. Donc aujourd'hui, sur l'espace médiatique, on a des gens qui sont un peu plus investis, un peu plus conscients. Donc tu peux, toi, à 18 ans, tu peux t'identifier à un gars que tu vois à la télé, ou à un gars que tu vois dans un podcast, ou tu regardes sur Internet, tu as tout ça. Étant plus jeune, nous, on avait un accès limité à tout ça. Donc, je suis en train d'écrire un deuxième bouquin. Actuellement? Ouais, ouais, ouais. Ok. Je l'ai même quasi fini, en vrai. Parce que j'écris beaucoup, moi, j'écris tous les jours. Ok. Tu vois, même là, je vais rentrer chez moi, notre échange, là, je vais le relater sur un papier. Tu vois. Donc, je vais annoncer quelque chose, mais je ne l'ai jamais annoncé. Ah, exclu. Ouais. Là, ça fait 2, 3 jours que j'ai comme objectif de gravir l'Everest. Donc, c'est Ah ouais, dans ma tête. très bel objectif. Mm. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quelques temps après ma sortie de prison, il y a Frédéric Thiriez. À l'époque, il était à la LFP ou la FFF. Tu vois. Genre, en gros, c'est comme si tu disais Michel Platini. Tu connais Platini? Bref, Ouais. tu dis quelqu'un dans le monde du football, un grand. Ok. Un grand. Et ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de gravir l'Everest. J'ai dit OK, mais les agendas des uns et des autres ne concordaient pas. Et il y avait la LICRA aussi. Et c'était officiel, hein. Mais ça, c'est pas fait. Et là, comme ça, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, putain de merde. Ça serait. Là, on va sortir du truc de running, etc., etc. Donc, il faut faire des choses grandes. Mm. Donc là, gravir l'Everest, c'est l'un de mes. C'est- on va dire, là, je vais prendre ma mission à bras le corps, tu vois. Il y a beaucoup de préparation, surtout pour Ouais, l'Everest. mais je me prépare tous les jours, moi. Tous les jours, je me réveille, je cours, je m'entraîne. Pour moi, la vie est une succession d'actions avec beaucoup d'acharnement. Ok. Tu te prépares pas pour une étape. Tu dois toujours être prêt. Quand l'étape elle va se présenter à toi, là, il va falloir répondre présent. Donc moi, c'est ça mon mood. Tu vois, même ce matin, j'ai couru, je me suis entraîné. Là, je viens ici, je suis en détente. Et voilà, hein, la journée elle continue, quoi. Ok. Et avec, du coup, tu m'as dit que tu voulais gravir l'Everest. C'est ça. Tu comptes le faire avec peut-être des jeunes ou pas, Je vu sais que pas t'es avec qui, éducateur? je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais une chose est sûre, c'est que je vais faire ça. Tu vois. Ok. C'est juste une question de timing, juste le temps. On va aller chercher des sponsors, on va aller chercher une team, on va aller chercher ce qu'il y a à chercher pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Ah, du coup, tu souhaites partager cet objectif. Exactement. Tu Objectif. vois. Je vais l'annoncer là, tu vois. Dans pas longtemps, tu vas voir une vidéo de moi sur les réseaux. Ok. Tu vois, faire ma petite promo, entre guillemets. Et on verra. C'est ce que j'appelle les énergies positives. Quand tu envoies du bon, automatiquement, il revient vers toi. Donc c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Et pour ce projet-là, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, un spoil, par exemple, on va dire, sur le titre de ton livre, par exemple? Bonne question. Je l'ai pas, mais j'ai longtemps pensé à la réinsertion sociale. Ok. Parce qu'une fois que... En vrai, nous, on est un peu en marge de la société. Quand je te dis en vrai, c'est tous ceux qui sont dans des quartiers populaires, tous ceux qui sont dans des espaces qui sont différents de ce que la norme
impose. Tu vois. Et ce livre-là, pour moi, c'était la réinsertion sociale. Pourquoi ? Parce que j'ai eu extrêmement, mais quand je te dis extrêmement, j'ai eu... Tu sais même pas à quel point j'ai bataillé pour trouver du travail en sortant de prison. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir me réinsérer dans la société ? Donc enfin, aujourd'hui, mon avis, là, il a évolué sur la question, mais j'avais à un moment donné aucune croyance sur tout le système de réinsertion. Tu vois, tout ce qui est Pôle emploi, mission locale, l'école de la deuxième chance, tous ces dispositifs-là qui permettent à un jeune de pouvoir s'en sortir, ou à un moins jeune d'ailleurs. Bon, j'avais aucune croyance en ça. Mais avec le temps, avec mon expérience, c'est des composantes de la société, mais il le check à toi, qu'à moi, de se lever et de s'organiser pour son propre destin. Donc, il n'y a personne qui le fera à notre place. Donc, je me suis dit, en fait, tous ces corps-là, on les met de côté, je vais travailler sur moi, tu vois. Mais le titre qui m'était venu en premier, c'est réinsertion sociale, tu vois. Ok. Après, il y en aura d'autres, hein. Je sais pas. Hein, Bien sûr. Voilà, pour répondre à ta question, c'est ça. Ok. Tu aurais peut-être d'autres projets à nous partager ou tu as fait le tour Je pense que pour 2026, je vais faire certainement entre 120 km, 180 km ou 200 km, un ultra-trail. Ça, c'est courir. L'idée, c'est de courir pour une cause sur la santé mentale, parce que je trouve qu'en 2025, 2026, enfin, on va dire plus 2025, j'ai traversé énormément de choses. Et 2026, on va traverser énormément de choses. Et une des causes qui me tient à cœur, c'est la santé mentale et physique. Donc, mes runs sont très axés sur ce levier-là. Comment mentalement on va pouvoir changer la donne, comment physiquement on va pouvoir changer la donne, sur le bien-être. Et tout simplement impacter sur notre entourage, tu vois. C'est ça. Et par le biais du sport, tu vois. Après, des projets, il y en a plein. Mais l'idée, c'est de rester concentré, tu vois. Okay. Et du coup, pour cet objectif, Ouais. t'es déjà prêt, normalement? Je suis déjà prêt, frère. Okay. Si tu me dis demain, on court 200 km, je suis prêt. Je cours. Tu vois, je m'entraîne tous les jours. Tu penses que tu l'as fait en combien de temps? Je sais pas, mais j'ai déjà fait 100 km l'année dernière. Enfin, le 27 juillet, j'ai fait 100 km. J'en avais encore beaucoup sous la semelle. Ce qui est incroyable, c'est que je pense être arrivé au 95e kilomètre. C'est comme si tous mes compteurs ils s'étaient remis à zéro et j'avais un jus comme pas possible. Donc ça, c'était juste fou. Et dans cette course-là, j'ai rencontré une dame à qui... enfin, c'est même pas une dame, c'est une jeune. Je pense qu'elle devait avoir la vingtaine. Elle voulait se suicider. Donc je me suis arrêté dans ma course et j'ai échangé avec elle. Donc j'ai renversé sa bouteille d'alcool, tout ça, là, tous les médicaments qu'elle avait, on les a jetés. Donc les policiers sont venus. Une fois que les policiers sont venus, nous, on est partis. Et en terminant, je me suis dit, la prochaine non-course que je vais faire, ça va être sur la santé mentale et physique. Tu vois. Donc voilà. Belle cause. Ça. Ouais, c'est une cause sympa. Je trouve qu'il y a des choses à faire. Et on rajoute à ce projet-là l'Everest, ça va être monstrueux. Ah ouais, 2026, ça va être méchant. Intérêt à le faire, hein. Moi je veux te voir. Il n'y a pas de problème, tu verras, reste branché. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais en tout cas, c'est dans les projets. Ok. C'est dans les projets. Ça marche. Tu aurais peut-être quelque chose d'autre à partager avec nous? Toujours, le bon carburant dans la bonne machine. Et ça, l'appliquer sur tous les pans de sa vie, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. C'était un plaisir d'être là. Ah bah, ça me fait plaisir très aussi. Bon accueil, bon endroit, le lieu est magnifique. Bon, les gens, j'ai pas échangé en profondeur avec eux, mais ils m'ont l'air d'être entiers. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le, parle-en autour de toi et surtout n'oublie pas, le plus grand match, c'est celui qu'on joue contre nos propres limites. C'était Hillel pour Classico. Y'all know y'all couldn't replicate it.